Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix de l'Ombre, le podcast qui vous plonge dans l'univers méconnu et mystérieux de la prison. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter la deuxième partie du témoignage de Jean-Marc Mailly, un homme au parcours hors du commun. Jean-Marc a passé 18 ans de sa vie en prison, après une série d'actes violents ayant entraîné la mort de 2 personnes, à peine 17 ans. Si vous n'avez pas écouté la première partie, je vous invite à le faire avant d'écouter cet épisode. Il est disponible depuis quelques jours sur votre plateforme d'écoute. Cela vous permettra de mieux comprendre le récit de sa vie et de ses combats. Dans cette seconde partie, Jean-Marc évoque les sentiments qui l'ont traversé durant toutes ces années de détention, des différents types de violences auxquels il a été confronté. Il revient sur le mal carcéral français, belge et américain, sur les failles du système et nous donne des explications à ces problèmes. Il évoque les difficultés de l'après-prison et des barrières auxquelles se heurtent les anciens détenus à leur sortie. Il nous parle de ses combats, de son métier d'éducateur, de l'importance de l'école et de comment il aide les jeunes au quotidien à se réinsérer professionnellement et socialement. Vous écoutez La Voix de l'Ombre et voici le témoignage de Jean-Marc Mailly. Stanley Toki Williams. Qui était Stanley Toki Williams? C'est pour ça que j'ai mon chapeau Los Angeles. Stanley Toki Williams a été accusé en 1979 d'avoir commis 4 meurtres. Accusé par des gens qui l'ont accusé pour ne pas être condamné à mort. Et Stanley Toki Williams était un homme qui était un des chefs charismatiques d'une des 2 bandes de Los Angeles, les Crips. Et il y avait les Bloods. L'âge de vie dans ces gangs à Los Angeles ne dépassait pas 25 ans. Donc il a été condamné en 1980 à la peine de mort. Et ce que ce gars va faire, waouh, c'est un exemple pour moi. Il va écrire une 12aine de livres pour les enfants, pour les prévenir contre la violence, ce que c'est de rentrer dans un gang. Et d'un couloir de la mort, dans les années 90, il va parvenir à faire ce qu'on appelle aujourd'hui des visioconférences, mais à l'époque, bon, on parlait pas de ça, pas de Zoom. Mais il va parvenir à faire réunir les membres du Crips, donc sa bande à lui, et les blancs et des membres du Blood, les gangs qui il faut savoir qu'il y avait 10 000 morts par an, 10 000 morts entre eux, et il va leur parler. Et pendant 10 ans, le taux de criminalité entre les 2 gangs rivales va diminuer, mais vraiment de manière extraordinaire, quoi. Et en 2005, il va être nominé 2 fois. Entre 2000 et 2005, ce gars va être nominé 2 fois au prix Nobel de la paix. Vous imaginez? Au prix Nobel de la paix. Et en 2005, 25 ans plus tard, on lui annonce qu'il va être condamné à mort, que son exécution va avoir lieu. Et donc, il a été exécuté. J'ai témoigné pendant 8 ans. Et l'ami avec qui je témoignais, qui s'appelle Jean-François Lanvin, je suis devenu maintenant ambassadeur avec des sportifs de très haut niveau qui ont été champions d'Europe pour une fondation en Belgique. On a travaillé pendant 8 ans ensemble et au bout de 5 ans, il m'a dit Jean-Marc, tu sais parler aux jeunes, quoi. T'as leur langage, t'as cette force, mais il te manque un truc. Tu devrais faire des études, assistant social, éducateur. Et donc, je suis devenu éducateur. Donc, on était 188 la première année, on a terminé à 13. J'ai terminé avec une grande 10. Je suis parti faire des séjours éducatifs de rupture en Afrique. J'ai travaillé dans le sport-aventure avec des jeunes. J'ai fait ça de 2005 à 2016. Et puis, j'ai développé mon métier, en fait. Donc, j'ai commencé à développer des méthodologies de travail, en fait. Les chiffres sont très simples. Pour 100 détenus, vous êtes à peu près 60 000 détenus pour 188 prisons. Donc pour 68 000, 69 000 détenus qui sont libérés en France, donc pour 100 détenus qui sont libérés en France, sans aucune condition, sans probation, sans conditionnel, 63% vont récidiver dans les 5 ans à venir. Ce sont des statistiques, c'est prouvé. Sur 100 détenus qui vont accepter une libération conditionnelle, 33% vont récidiver dans les 5 ans. Pour des détenus qui n'ont pas été en prison, qui ont eu d'autres manières, des sortes de probation par des bracelets électroniques, là, il y en a que 32% qui vont récidiver dans les 5 ans. C'est pas mal. Vous savez, il y a que 2% de psychopathes chez vous dans les prisons, 2%. Chez nous, il y a à peu près les Belges le savent pas, Il y a à peu près 40 détenus chez nous, en Belgique, qui ont dépassé plus de 35 ans de prison, qui font partie de ces 2% de psychopathes et qui ne sortiront plus jamais de prison. Et on a bien raison. On n'essaye pas, d'un aspect humain, d'essayer de les comprendre.
de voir d'où ils viennent. Vous savez, quand on raconte un fait divers dans une télévision, ça dure 30 secondes. On ne connaît pas l'histoire qui s'est passée avant. Quand on nous annonce aujourd'hui que les listes d'attente sont effrayantes pour des enfants de primaire, où nos juges de la jeunesse chez nous en Belgique nous disent on ne peut même plus s'occuper de jeunes qui sont vraiment en souffrance, qui sont maltraités chez eux. Ben écoutez, on verra les dommages collatéraux que ça va donner après le Covid. Chaque année, en France, il y a plus ou moins entre 100 et 120 morts dans les prisons françaises, dans les 188 prisons françaises. Souvent, on nous annonce ceux qui sont morts d'overdose. Pour le reste, on ne dira pas s'ils sont morts de cancer, ou s'ils sont morts pas parce qu'ils ont été massacrés dans un préau, ou par des gardiens, ou parce qu'ils se sont suicidés. On nous dira que les chiffres de ceux qui sont morts par overdose. Alors, il y a 4 missions qu'on attend des 27 pays membres de l'Union européenne. La première, c'est protéger la société. Vous avez de moins en moins d'évasion ici en France. La deuxième mission, c'est faire en sorte que le détenu purge sa peine le plus longtemps possible. En 2011, sur 10 000 détenus, il y a à peu près 243 détenus qui ont obtenu une libération conditionnelle, comme moi. C'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est très difficile d'obtenir une libération conditionnelle. Pour eux, au plus tôt vous rentrez, au plus jeune vous rentrez, au plus votre thèse en criminologie est super élevée. Vous êtes un docteur dans l'art du crime. Ce qui m'a sauvé, c'est d'avoir eu 6 diplômes et d'avoir eu 2 visiteurs de prison qui m'ont soutenu. Ça a duré 5 ans. Première fois que je suis arrivé devant un tribunal d'application des peines, j'ai pas fait 3 mètres qui m'ont dit non, l'année prochaine. La violence du temps perdu. En prison, on vend pas les mêmes mondes qu'en liberté. Ça veut dire que le temps tourne 3 fois moins vite. 1 an en prison, c'est très long. Quand j'ai su que j'étais condamné à un perpète au Grand-Duché de Luxembourg et que j'ai accumulé les 2 peines, tu peux pas te dire à 20 ans que tu vas passer 50 ans de ta vie en prison. Je veux dire, quel être humain se dit 50 ans, ça va être ça ma vie, des murs de béton, des grilles. Non, c'est pas possible. Moi, j'ai dû attendre 14 ans avant d'avoir mon dernier procès. Et j'ai obtenu l'extinction des faits. Et la juge m'a dit, putain, mais il est jeune, l'adolescent que vous étiez. Vous avez 6 diplômes. Voilà, à partir de maintenant, vous pouvez avoir une libération conditionnelle. On était en 1998. Je savais, tu sais, quand t'es condamné à 20 ans, ou en Belgique, en France, à perpète, tu sais quand tu peux sortir. Puis vous avez des jours de rabotage chaque mois si vous avez un bon comportement. Mais quand tu passes ta vie depuis 14 ans avec un procès qui est toujours au-dessus de ta tête et que tu dois menacer une procureure du roi par un GSM que tu as fait rentrer illégalement dans une prison, que tu dois passer par le ministre de la Justice en disant c'est pas normal que je n'ai toujours pas mon dernier procès parce que je sais jamais quand je vais sortir. Donc c'est qu'indirectement cette petite flamme que j'ai toujours eue en moi, que chacun d'entre nous en nous et qu'on entretient se dit j'ai besoin de savoir. Et j'ai su que mon procès a eu lieu en juin 1998, où j'ai bénéficié d'un non-lieu, extinction des poursuites, et je savais que je pouvais sortir à partir de 1998. Je suis sorti en 2003. Et les pires années que tu passes en prison, les gardiens savent que tu risques de sortir un jour. Ça veut dire qu'à la moindre, parce que tu as été un rebelle contre eux, et ils se disent, à la moindre faute, je te fais tomber. Le 16 septembre 2003, un gardien a dit à mon ami visteuse de prison, ne vous inquiétez pas, il reviendra très vite chez nous. Mais c'est surtout la directrice de prison, mais ça je l'ai appris 6 mois avant la fin de ma libération conditionnelle, donc 10 ans plus tard. La directrice de prison a dit à mes amis, avant que je sorte, je suis désolé, mais dans 6 mois, Jean-Marc Mailly sera de retour chez nous. Ce que je lui ai dit le 16 septembre 2013, 10 ans plus tard. Je l'ai appelé. J'ai dit, vous savez, Madame Lebrun, j'espère, vraiment, du fond du cœur, que vous allez rencontrer beaucoup de Jean-Marc Mailly. Des gens qui soient des rebelles. Parce qu'en prison, on nous dit souvent, t'as des devoirs. Et nos droits ne sont pas respectés, en fait. J'espère, madame, que quand vous allez rencontrer un détenu comme moi qui aura fait une longue peine de prison, vous direz, je crois que celui-là, il va s'en sortir. J'ai oublié les 2 autres missions. Donc la première, protéger la société. La seconde, faire en sorte que le détenu purge sa peine le plus longtemps possible. La deuxième, c'est vraiment pour moi, le plus beau mot de la langue française, la résilience. L'art et la capacité de rebondir face à un traumatisme, d'abord qu'on a créé chez quelqu'un qui ne le voulait pas, qui l'attendait pas, et face à un traumatisme qu'on s'est créé à nous-mêmes. Alors, il y a 2 solutions. C'est pour ça que moi je parle de justice restauratrice. Ces 3 mots-là veulent dire exactement la même chose. Je dis souvent que cette mission, quelque part où Stanley Toki Williams m'a mis, c'est pour ne pas tuer une seconde fois mes victimes, en fait. C'est pour pas les tuer une seconde fois. Pour moi, elles vivent. Je me réveille tous les jours avec elles dans ma tête. Et j'essaie de les faire vivre.
Je vous ai dit, je fais partie des 35 000 personnes en Belgique qui sont considérées comme des citoyens de seconde zone. Donc j'ai été déchu de mes droits civiques à mon premier procès. Je n'ai jamais voté de ma vie et je ne pourrai jamais voter de ma vie. Il y a des pays où je ne peux pas mettre les pieds. Les États-Unis me sont interdits. Le Canada, qui voulait que j'aie joué un homme debout, m'est interdit depuis l'affaire Bertrand-Cantat. Donc il y a des pays où je ne peux plus aller. Mais c'est pas grave. Ma famille, oui, j'ai plus de contact avec mes frères et sœurs. Ça, c'est clair. Par contre, moi je dis souvent aux jeunes que je rencontre ou aux détenus que je rencontre dans les prisons, ça se fait souvent dans le plus grand respect, surtout quand ils voient vers une inconditionnelle de liberté. C'est que je me suis dit, putain, le gars, il me vire d'RTL TVI comme plongeur, et puis on me vire d'un groupe de presse parce qu'on a appris que j'ai fait de la prison, et puis on me vire. Et à un moment donné, on a deux solutions. Soit on reste devant la porte devant laquelle on a été viré, et on reste là, on se dit, putain, je sais plus rentrer. Donc ça veut dire qu'on ne garde pas à droite, qu'il y a une porte qui est occupée à s'entrouvrir, qui là, elle n'est pas fermée, elle est ouverte. Ok. Alors un jour, mais ça n'arrivera jamais malheureusement, mais j'ai toujours rêvé dans le plus fou de mes rêves, de me dire un jour que les 6 patrons qui m'ont viré, je voudrais qu'ils viennent voir un homme debout, et qu'à la fin du débat, je puisse leur serrer la main à chacun en disant « Merci finalement de m'avoir viré. Merci. » Parce que j'ai pu faire autre chose. J'ai pu créer un homme debout. J'ai pu écrire des bouquins, j'ai pu créer des dossiers pédagogiques, j'ai pu créer des documentaires. T'es viré. Je vous ai parlé tantôt de prisonnisation, en fait. Et en fait, il y a après la déprisonnisation. Moi, je vous dirais que mon plus grand maître, j'ai lu plein de philosophes, hein, il y a aucun problème, Pascal, enfin tout ce que vous voulez. Mais il y a un gars qui est pour moi un des plus grands philosophes, c'est un gars extraordinaire. Il est centenaire. J'aurais dû le rencontrer, mais malheureusement, ça s'est pas fait, peut-être. Mais il est centenaire maintenant. Il s'appelle Sigirch. Donc Sigirch a été capturé avec toute sa famille et a été déporté à Auschwitz. Toute sa famille a été chambre à gaz et puis dans des fours. Et lui, il travaillait dans les Sonderkommando, comme on les appelait. Donc ceux qui venaient enlever les corps des fours, ceux qui étaient morts dans les travées d'Auschwitz. Et tous les soirs, il rentrait dans son baraquement et avec ses rescapés, il faisait du théâtre en fait. Il rigolait. Ils avaient besoin de ça. Et il va sortir à la fin de la guerre, hein, libéré. Et comme il est orphelin, il va venir à Bruxelles. Il va être mis dans un orphelinat à Bruxelles et il va d'abord devenir éducateur. Et puis il va devenir un psychanalyste extraordinaire. Et il a ces 3 mots extraordinaires, écoutez bien. Il dit, il faut apprendre. Ça, c'est la désistance. Il faut apprendre à désapprendre. Et ça, c'est la déprisonisation. Vous savez, entre ces 3 mots-là, le plus dur, en fait, c'est le désapprendre. La vie est un apprentissage, en fait. Mais à un moment donné, vous avez des codes. J'ai eu quelques histoires d'amour extraordinaires avec des femmes qui m'ont apporté beaucoup et auxquelles j'ai pu apporter des choses, mais qui, à un moment donné, quand les choses ne se passaient pas bien, parce qu'elles savaient qui j'étais, me reprochaient d'avoir tué 2 personnes. Mais je peux pas rencontrer demain une femme en lui disant ouais, je suis éducateur, j'ai été acteur, et pourquoi t'as pas d'enfant non, voilà. Il y a 2 manières en fait pour un détenu en sortir. J'ai eu le cas il y a pas longtemps. J'ai un détenu qui m'a appelé, il m'a dit Jean-Marc, voilà, j'ai fait 10 ans de prison, il y a 5 ans que je travaille dans un bricot GB, tout marchait bien, je suis un des meilleurs employés. Puis il y a 3 jours, il y a un ancien détenu que j'ai côtoyé à la prison de Huy qui est rentré et qui a dit ah putain ouais, t'es dehors, c'est génial, et quoi, t'as fini ta conditionnelle? Le problème, c'est qu'il y avait un employé à côté, donc il a été en parler au patron, et le patron lui a dit mais pourquoi tu m'as pas dit que tu avais été en prison? Et il lui a répondu mais si je vous l'avais dit, bien sûr que je t'aurais pas pris. Donc il y a des manières de vivre quand on sort en liberté. C'est soit de vivre dans le mensonge, à un moment donné, on risque de se perdre quand même. Ou alors de rester dans la vérité, d'être ce qu'on est, de dire ce qu'on fait, et qu'on essaye d'avancer. C'est dur, hein, c'est très compliqué. Je vis des galères, je suis un homme debout, je vis aussi des moments extraordinaires, des moments de bonheur. Voilà, j'ai pas de problème avec ça. Mais je sais que le 16 septembre 2022, mais ce partage aura lieu le 17 2022, la peine que je me suis infligée sera terminée, sans conditionnel. J'ai payé ma dette à la justice le 16 septembre 2013 quand ma conditionnelle a été terminée. Je n'aurais jamais payé le solde de ma dette à la société et je ne recherche absolument pas ça. Je pense qu'aujourd'hui, depuis quelques années, je pense que c'est un chemin de rédemption, comme le film de Stanley Tocchi Williams, que c'est une espèce de pénitence pour moi aussi, et c'est surtout
Vous savez, pour écrire ce dernier bouquin, pour l'instant, je suis incapable de regarder ça. Je viens de faire une conférence à l'ULG, donc l'université de Liège, en psychocriminaux, en visioconférence, ça veut dire en distanciel, et je me suis rendu compte que je parlais totalement différemment qu'en présentiel. Mais quand elle m'a envoyé la vidéo, j'en ai besoin pour mon dernier chapitre de mon bouquin. Au bout de 20 minutes, je me reconnaissais pas en fait. J'ai eu peur de moi, des mots que je sortais, de me regarder. Je vous rappelle qu'en isolement pendant 3 ans, j'ai pas eu droit à un miroir. Pourtant, je suis un professionnel. Là, je vous parle, je vais pas savoir m'écouter en fait. Pas que j'ai l'impression que vous comprenez pas ce que je vous dis, mais j'ai l'impression parfois de sortir des mots qui viennent tellement de loin, qui sont différents que quand je suis en présentiel. Et donc là, j'ai décidé, mon médecin m'a annoncé ce matin, donc je vis chez mon médecin généraliste, il s'est levé ce matin et il m'a dit, voilà, je t'ai trouvé une psy, parce que les attentes sont énormes. Donc il m'a trouvé une psychologue et je n'ai qu'un objectif avec cette psy. Si j'écris un bouquin qui s'appelle Un homme debout, le silence est maintenant ma résilience, il va falloir que je lise de la première page à la dernière page, une seule fois. Donc, je vais demander qu'elle me prépare à ça. Donc, je sais pas que j'ai omis de vous parler de la 4e mission, hein. Donc, je vous ai quand même dit qu'il y avait 40% d'analphabètes dans les prisons. C'est énorme. Et je pense que la société doit comprendre une chose. Je vous ai dit que c'est pas la pauvreté qui crée la délinquance, ce sont les inégalités. À Grenoble, où j'ai été agressé l'année dernière 4 fois par des jeunes, hein, où j'ai vraiment dû parler face à des jeunes comme un éducateur, sans que ça passe au cou. C'est là où il y a eu le discours sécuritaire de 2010 de Sarkozy, qui a décidé de supprimer effectivement la police de proximité dans ces cités. Il y a un livre extraordinaire, dont la préface est écrite par un aumônier de prison qui a passé 35 ans de sa vie dans les prisons, qui s'est fait incarcérer volontairement en Suisse sans avoir commis de délit pendant 3 mois pour savoir ce que c'était de vivre dans une cellule, qui m'a sauvé 2 fois la vie en prison et qui a écrit un bouquin extraordinaire qui s'appelle Peine de prison, addition cachée. Donc c'est vrai. Moi, je pars du principe que si quelqu'un a commis un délit, quelle que soit la vie qu'il a eue avant, s'il a commis un délit, il faut une sanction pénale. Donc effectivement, il y a des peines alternatives, qui soient la surveillance électronique ou des peines de probation. Voilà, je veux dire, on ne fout pas quelqu'un en prison parce qu'on a voté 29 lois punitives en France en 2016 et on continue encore et encore et encore. Donc pour moi, ça n'a aucun sens. Parce que le retour dans la société va être beaucoup plus violent puisque la prison ne sert à rien en fait. La prison, il faut savoir que pendant 7 ans, j'ai donné pendant 8 heures une journée de formation à des futurs agents pénitentiaires. Quoi, tu veux devenir agent pénitentiaire? Coup de chaud au chômage, hein, pour la sécurité de l'emploi. Et toi? Moi, c'est pour faire psychologue. Je vais faire de la psychologie avec les détenus. T'as eu des cours de psychologie, là? Ah ben non, j'apprendrai là-bas. Ok, d'accord. La 8e année, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, Jean-Marc, cette année-ci, malheureusement, on te reprend pas. Et j'ai dit, pourquoi? Parce que à cause de toi, en 7 ans, il y en a qu'un seul qui est devenu agent pénitentiaire. Alors là, moi j'imaginerais vraiment, parce que j'ai rencontré des agents pénitentiaires, je dis pas matons, des agents pénitentiaires, qui sortaient de l'UNIF, mais qui sont devenus agents pénitentiaires parce qu'ils ne trouvaient pas de l'emploi. Et qui avaient cette compréhension, cette écoute et cette manière de réfléchir totalement différemment par rapport à un gars qui a eu son diplôme du 3e secondaire inférieur où on a 17 ans, quoi, 18 ans. Non, même pas, 17 ans. Hein. Ça, je trouvais ça intéressant. Là, j'avais vraiment des grandes discussions avec. Et je me dis qu'au lieu d'investir davantage, comme chez vous en France ou chez nous en Belgique, des partenariats publics-privés, alors, ce que Philippe Landenne dit dans son bouquin, Peine de prison, addition cachée, c'est que il a été visionnaire, hein, il a écrit ce bouquin en 2001, c'est que ces nouvelles prisons qu'on construit aujourd'hui, technologiques, mais cassent toute interaction, en fait, entre les gardiens et les détenus. Parce qu'aujourd'hui, les gardiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils appuient sur un bouton de manière électronique, la porte de la cellule s'ouvre, et ils regardent tout sur des caméras de télévision, en fait. Alors moi, la grande idée que j'ai, il faudrait qu'un jour, des futurs, des gens qui ont été avocats, qui ont été assistants sociaux, éducateurs, criminologues, psychologues, mais qui ont travaillé en liberté, sur le terrain en liberté, puissent devenir gardiens de prison. Et je pense que ce serait tout à fait un autre contexte. Pour moi, la 4e mission, sanction pénale, oui, mais la société pense que la sanction pédagogique, c'est la prison. Quand on dit à un jeune, son père lui dit « monte dans ta chambre », tu m'emmerdes. Oui, mais attends, pourquoi je t'emmerde? J'en ai rien à foutre, monte dans ta chambre. Mais le gamin, il a rien compris. Si son père lui dit pourquoi il a emmerdé, il va comprendre. Si on vous envoie en prison et que vous vous dites, la pédagogie, ça va être la prison, je crois que il faut arrêter de rêver, quoi. En prison, on peut tout faire. Tu veux te suicider? Tracasse, il y a quelqu'un d'autre qui prendra ta place. Tu veux devenir toxicomane?
ben, devient toxicomane, mon ami. Et c'est là, je vous dis, vraiment, les partenariats publics-privés, c'est un produit juteux qui va rapporter beaucoup d'argent. C'est ce qu'on appelle chez nous le dumping social. Donc la prison aujourd'hui est un produit totalement rentable. Il y a vous savez, comme il y a le salon de l'automobile, le salon de l'alimentation, ben, aux États-Unis, en Angleterre, il existe le salon de l'administration pénitentiaire, tout ce qu'on vend, tout ce qu'on fait. Et le problème, c'est que en privatisant les prisons, ça veut dire par exemple, je vais vous citer un exemple aux États-Unis où il y a un directeur mais qui est complètement taré, un vrai terroriste, qui oblige tous les détenus à porter des strings roses. Ok, ils ont droit à aucun livre sauf à la Bible. Et ils sont filmés en direct. Et que pour tous les citoyens voient comment est-ce qu'ils vivent dans sa prison. Alors, faire entrer en prison des gens, effectivement, qui sont académiciens, qui ont une élite, qui ont une expérience professionnelle dans ces domaines-là, amènerait beaucoup plus de contacts. Ces prisons ultramodernes coupent l'interaction entre le gardien et le détenu. Dans certaines prisons, quand il y a grève, il voit une seule fois le gardien, qui va lui apporter 3 fois sa nourriture pour la journée. Donc, si le gars, il n'a pas de famille, il n'a pas d'amis, il va pas au préau parce que les préaux sont des endroits ultra violents. Hein, c'est pas 1 contre 1, c'est 1 contre 10. Pète la tête, quoi. C'est comme ça, où on va te violer dans les douches. Il sort pas de cellule. Hein. Cette prison dont je vous parle, on sait même pas ouvrir. Il y a pas de fenêtre. Il y a une fenêtre qu'on sait pas ouvrir. Donc le gars qui va rester 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans là, sans sortir au préau parce qu'il s'est écrit ce que gros, il aura plus jamais touché une goutte de neige, une goutte de pluie, sentir la chaleur du soleil sur sa main. En plus, il bouffe dans des fours à micro-ondes. Ok, d'accord, on a construit des prisons modernes. Mais on a enlevé l'aspect humain. Moi, j'ai eu de la chance quand je suis rentré du Grand-Duché de Luxembourg en 92, le 10 février 92, j'ai pu faire une thérapie avec une psychologue pendant 5 ans. On vient de nous dire après, ils sortent de prison, sale taudard, toi, t'as même pas changé. Mais il faut faire changer les mentalités, en fait, par rapport à la société. On a 6 murs, c'est un dé, on le jette. Aujourd'hui, ça sera 1, et demain, ça sera 6. On pensera. On réfléchira. Je dis souvent aux jeunes, il y a 3 formes de violence en prison. La forme de violence qui fait très mal, c'est la violence psychologique qui, pour moi, fait le plus de dégâts. La première violence, c'est la violence physique. Mais bon, on peut prendre un coup dans sa figure, ou plusieurs coups. Moi, on s'est battu à 2, on s'est retrouvé contre 10 détenus, et je me suis fait massacrer au sol, et j'ai pris des coups plein la tête. On peut s'en remettre. Mais la plus grande violence, c'est la violence du temps perdu. Et en fait, en prison, on a vraiment le temps de trouver 10 solutions. En liberté, si on a un problème, comme le temps tourne 3 fois plus vite, on a juste le temps de trouver 3 solutions, en espérant que parmi ces 3 solutions-là, il y en ait une bonne. Je dis souvent que si on trouve pas la solution à son problème, c'est qu'on fait partie du problème. Et à partir de ce moment-là, demander de l'aide, c'est la chose la plus importante à faire. Mais ces jeunes sont trop fiers. Ils n'ont pas besoin de l'aide des autres. C'est comme s'ils étaient humiliés par rapport à demander de l'aide à quelqu'un. Je pense sincèrement que ce qui est intéressant dans l'humain, vous savez, vous avez en France quelque chose que j'essaye de me battre depuis des années en Belgique, qui s'appelle les épis. Il y a une dizaine de centres d'épis en France, qui sont des centres qui donnent une seconde chance à des jeunes de 18 ans à 25 ans. Pour en terminer avec les modèles qu'on pourrait trouver, il y a un bouquin où on peut trouver 7000 manières de fermer les prisons. Il y a 2% de psychopathes en prison, hein, aussi bien chez vous que chez nous. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète. Donc ça veut dire que 98% des gens vont un jour sortir de prison. Et donc la plupart vont sortir avec soit un bagage de délinquance beaucoup plus élevé quand ils y étaient rentrés. Et donc ils vont être amenés à refaire du mal à la société. Et comme la société dit, la prison, elle a servi à rien du tout, donc refoutons-le en prison, quoi. Donc ils comprennent pas que sanction pédagogique, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Si on envoie son enfant à l'école, c'est pour qu'il ait des acquis, pour qu'il ait des savoir-faire, des savoir-être. C'est à ça que devrait servir une prison. La Suède s'est rendu compte, fin des années 70, qu'ils avaient 58 prisons. Et encore, c'était les prisons, à la fin des années 70, des prisons très violentes. Donc ils se sont dit, mais pourquoi est-ce qu'on a autant de monde dans nos prisons? Eh ben, les gens ont décidé de se réunir autour d'une table. Un représentant du ministère de l'Enseignement, de l'Éducation, de l'administration pénitentiaire, de la justice, de la culture, et se sont mis autour d'une table. Et ils se sont posés une seule question. Mais pourquoi est-ce qu'on a autant de monde dans nos prisons? Pourquoi est-ce qu'on a autant de délinquants? Il y a une seule réponse qui a émergé, c'est que la plupart avaient à peine leur diplôme primaire, ou certains n'en avaient pas du tout. Ils ont mis 30 ans pour réformer ça. En Suède, ils sont passés de 58 prisons à 20 prisons, dont 11 prisons
semi-ouverte. Ça veut dire que le détenu, tous les matins, quitte sa prison, va travailler et le soir rentre. C'est pour ça que je dis à des détenus, vous avez beaucoup de chance de mieux vous en sortir avec une libération conditionnelle. Mais les agents de probation aussi ne sont pas bien formés. C'est quoi un agent de probation? C'est un gars qui va vous dire, t'as un logement? Et t'as pas de logement, tu vas retourner en prison, hein, je te le dis. Hein. Je te laisse 2 semaines. Hein. Mais il va pas vous aider à trouver un logement. T'as trouvé un travail? T'as pas de travail? Mais t'as 2 semaines, mon gars, pour te trouver un travail. Est-ce que tu fais du sport, une activité? Fais gaffe, c'est moi qui décide. Tu décolles, tu retournes en prison. Moi, j'ai eu la chance d'avoir 2 super agents de probation. On s'est revus, mais c'est... Quand on était soumis à une prisonnisation, à des règlements d'ordre intérieur différents dans chaque établissement, j'ai fait 10 prisons différentes, et qu'on se retrouve tout d'un coup dans un monde où il y a des codes et il faut les décodifier pour apprendre à les comprendre, et puis où la liberté est là, et toutes les tentations sont là aussi, comme elles sont en prison aussi, si on a les moyens. Un assistant de justice, comme on appelle ça chez nous, vous appelez ça un agent de probation, un assistant de justice chez nous, s'il est bon, il peut vraiment être à la base une béquille pour vous. Vous savez pourquoi mes amis sont fiers de moi aujourd'hui, je vais vous le dire. Hein. Ils m'ont dit, c'est parce que tu n'es jamais retourné en prison. Si, tu es retourné pour aller témoigner. Et ça, c'est une fierté. Alors qu'on m'a proposé des armes à feu, on m'a proposé des trafics de drogue à Bruxelles, on m'a proposé de vendre des faux tableaux à Liège. Jamais. Le chemin est tout tracé. C'est retour casse-prison. Et la casse-prison, quand vous aurez vu les 2 films que je vous ai dit, il n'y a rien à aller chercher là-bas. Maintenant, je pense, de nouveau, je crois que j'adore cette phrase du bouquin qui a été écrit sur Nelson Mandela, qui s'appelle le cri de l'antilope, et qui était un gardien blanc, raciste, hein, qui travaillait sur l'île de Rhode Island, qui n'aimait pas les Noirs, et il a vu arriver Nelson Mandela. Et ce que j'adore dans la phrase de Nelson Mandela, c'est qu'il dit que chaque être humain vient avec une part d'humanité en lui. Une part. On ne serait pas des êtres humains, on serait des animaux. Part d'humanité en nous. Et lui, sa part d'humanité avec ce gardien, il a fait en sorte d'aimer son ennemi. Ça veut dire quoi, aimer son ennemi? C'est comme quand j'ai rencontré Jean-Pierre Malmanger, dont la fille était assassinée par 2 détenus en cavale. Est-ce que je devais rencontrer cet homme-là? On me dit souvent, si vous n'étiez pas allé en prison, qu'est-ce que vous seriez devenu? Je pense que j'aurais été brillant pour faire des études universitaires, pour être avocat, psychologue. Mais je sais pas, voir. Ma vie s'est passée comme ça. Mais je pense que j'ai fait des rencontres hors normes. C'est clair. Mais vous comprenez bien que ma fragilité psychologique est bien présente, et c'est pour ça que 14 mois, j'irai jusqu'au bout. C'est les plus durs, hein, avant d'avoir une libération conditionnelle. Hein. Il n'y aura pas de libération conditionnelle. C'est une fin sans condition. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout ce long épisode de La Voix de l'Ombre. Nous espérons qu'il vous a plu et que l'histoire de Jean-Marc Mailly vous a touché autant que nous. Nous vous disons à très vite pour un tout nouvel épisode de La Voix de l'Ombre.